سي حكيم سيد الوزير كلمة ليك. شكرا. عايشك سي عبد اللطيف على التقديم، ونحب نشكر زاد جو remercier la كوثر pour son invitation, aussi طالب زاد كيف pour leur invitation. انا جاي une règle de conduite نحكي بكري الفاطمه زميلتي، نحب نحيي كل الاصدقاء، نحييكم الكل، زميلتي فاطمه المراكشي. انا جاي une règle de conduite. ما ريغل دو كوندويت جينيرالمون يعني عندي عامين تقريبا ما نحبش خروج برشا، شفتوني ما عادش نمشي للتلفز لا فهمني، عندي عامين براتيكمون ما عادش نمشي للتلفز، ما عادش. انا نقول ديما اللي يحب يشوفني نخمم يقرا لي، نخرج ارتيكل بالسوري نهار الخميس وارتيكل بالعربي نهار الاحد، لكن ما عمري ما نقول لا للمؤسسات الجامعيه. يعني دائما الدعوات لما تجيني من المؤسسات الجامعيه باعتبار انا جامعي وعلاقتي بالجامعه معنا علاقه كبيره، وانا ابن الجامعه التونسيه بطبيعه، وان كان وصلت تعليمي في الخارج، لكن ديما نرد يعني immédiatement. اليوم كلمتني زميله والله من كوثر، احنا عمرنا ما تقابلنا، هذه اول مره نشوفك داير. يعني سي بور دير كو يعني سي توجور اون اكسبتاسيون سون ديسكوسيون ايميديات لما تجيني اون انفيتاسيون من الجامعه. السؤال نتاعك سي عبد اللطيف يعني سي اون كيستيون، وسي نبيل زاد نحييه، سي اون كيستيون كي تري امبورطونت. شاك لوا دو فينانس اللي تجي تثير عديد النقد وعديد، سي با لا بروميير، معناها احنا نعرفوا من جات الديمقراطيه من 2011 يعني كل لوا دو فينانس تجي تثير الكثير من النقد، معناها تسيت بوكو دو كريتيك دو y compris celles que les deux que j'ai élaborées, probablement un peu moins que maintenant, dans la mesure où je crois beaucoup dans l'approche participative, où pratiquement Nabil Inti معناها ولوخيان في l'ordre des experts et toutes les autres organisations, vous avez eu accès aux différentes versions de la loi de finances, وحكينا donc كانت pratiquement, bien évidemment, elle exprime mon point de vue, le point de vue du gouvernement, mais elle a pris énormément de temps de consultation, de discussion, etc. Donc, أنا مانيش نحكي على loi de finances 2023. أنا باش نحكي علاش pourquoi هالconstante هذه علاش. Pourquoi les lois de finances, quelles que soient les lois de finances, اللي عملها المرحوم سليم شاكر الله يرحمه، اللي عملها سي علي الكعلي، اللي عملها وزراء المالية الكل النمسية etc., ont toujours suscité des critiques, un mécontentement et vraiment une insatisfaction. On a plus ou moins grande cette insatisfaction, elle s'exprime à travers des choses sur la pression fiscale, etc. Mais il y a un vrai problème. Et je pense, très sincèrement, je voulais partager avec vous mes réflexions là-dessus. Et je pense que ce mécontentement, ces critiques, au fait, dépassent les lois de finances de 2014 ou de 2015 ou de 2016. Elles les dépassent. Mais elles posent une question beaucoup plus importante et qui est une question permanente. Sur l'évolution, peut-être, on avait droit à la parole avant 2011, probablement ça aurait suscité les mêmes interrogations, peut-être moins importantes. L'interrogation et la chose la plus importante, à mon avis, derrière ces critiques, c'est l'efficacité de la politique budgétaire. Et ça, c'est le vrai problème. Pourquoi les politiques budgétaires ont perdu de leur efficacité? La loi de finances, en fait, n'est que l'expression d'une politique budgétaire donnée. De brillants étudiants, donc, le vrai problème, il est là. Allège, pourquoi? Et cette question est d'autant plus importante que la politique budgétaire, avec la politique monétaire, sont le cœur, les vrais moteurs de la politique économique. Elles sont censées donner au gouvernement les outils pour changer la situation économique. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas. Il y a bien sûr des débats liés à la pression fiscale ou la NORS, mais il y a une question
qui relie toutes ces lois. أنا ما زدتش pression fiscale, mais il y avait un niveau d'insatisfaction également vis-à-vis de ma politique budgétaire ou de la politique budgétaire que mon gouvernement a essayé de définir. Donc il y a une permanence d'insatisfaction et qui exprime, je pense, une interrogation beaucoup plus large. Les politiques budgétaires ne sont plus efficaces. Et ce n'est pas un problème propre à la Tunisie, là, d'une manière générale, ou ce n'est pas propre à un ministre des Finances. Ce que je vais essayer de vous dire, c'est pourquoi j'ai essayé d'apporter des éléments de réponse à cette question fondamentale. Pourquoi les politiques budgétaires ont perdu de leur efficacité. Une question fait des aspects théoriques, liés à l'évolution de la théorie économique, et fait des aspects, je pense, conjoncturels. Je pense qu'il y a 5 raisons qui expliquent pourquoi, à travers le temps, ça ne date pas d'aujourd'hui, sur les 2 dernières décennies, la politique budgétaire a perdu de son efficacité. Il y a des questions générales qui concernent le monde, il y a des questions beaucoup plus spécifiques qui concernent notre pays. Donc, chez Domaïa, 5 éléments essentiels ou 5 raisons qui expriment ou qui sont à l'origine de la perte d'efficacité de la politique budgétaire. D'abord, politique, qui nous loi de finances, derrière la loi de finances, qui m'a n'est que la traduction d'un choix de politique budgétaire. Première raison, c'est une raison théorique. Les économistes ont probablement un principe qui a dominé l'économie ou la science économique et les politiques économiques depuis pratiquement la contre-révolution néolibérale ou libérale du début des années 80. C'est le principe de neutralité de la politique économique et particulièrement de neutralité de la politique budgétaire. L'environnement dans lequel a baigné l'action de l'État à partir pratiquement du milieu des années 80, on va dire. Et ça, c'est l'environnement intellectuel et théorique dans lequel l'économie et la science économique a baigné. C'est ce qu'on appelle le consensus, c'est un consensus entre keynésiens et néo-keynésiens et nouveaux classiques. Je vais aller vite là-dessus, mais qui ont posé, que les économistes que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le principe de la neutralité de la politique économique. Le principe de la neutralité de la politique, on a fait recours à la théorie des anticipations rationnelles et l'hypothèse des anticipations rationnelles. L'hypothèse des anticipations rationnelles. L'hypothèse la plus importante, elle est la suivante. C'est que l'agent économique, quel que soit l'agent économique, il est rationnel. Il a une grande lecture de la situation économique actuelle et de la situation économique future. Donc les incitations que l'État peut donner, l'agent économique n'est pas le chien de Pavlov. Il ne va pas les suivre de manière évidente. Je donne un exemple. Supposons par exemple que l'État que l'État, par exemple, va réduire la TVA pour encourager la consommation. C'est une incitation pour encourager la consommation dans un contexte de stagnation économique ou de croissance faible. Donc porter un peu la consommation. Selon cette théorie, l'agent ne va pas réagir. Pour une raison très simple, c'est qu'il anticipe à moyen terme une hausse, un retour, soit une hausse de l'impôt, soit de la fiscalité, soit une hausse notamment de la TVA. Et donc, véritablement, ce qu'il a consommé ou ce qu'il a eu comme gain, il va le perdre. Donc, l'agent économique ne réagit pas à ces incitations. Donc, à partir de là, on a institué le principe. Les ministres des Finances qui ils n'ont jamais fait référence à ce principe de neutralité de la politique économique. Mais ça, c'est l'univers dans lequel a baigné la réflexion et l'action de l'État dans le monde entier. Donc rester pour le seul outil
le seul outil de politique économique à qui on a laissé une marge de liberté et qui est devenu un outil important depuis cette date-là, c'est l'outil de la politique monétaire. La politique monétaire, il faut qu'elle soit gérée par une institution indépendante, qui est la Banque centrale indépendante, et la politique monétaire, sa cible essentielle, ce n'est pas la croissance, c'est l'inflation. Donc on cherche à avoir un environnement économique stable. Donc c'est pratiquement un renversement, une révolution. Yani, la politique budgétaire qui était, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 70, l'outil le plus important de politique économique, est marginalisé, et c'est la politique monétaire qui devient l'outil le plus important. Donc, la première raison de ce manque d'intérêt, de ce manque d'efficacité de la politique monétaire, de la politique fiscale, de la loi de finances, etc., c'est l'univers dans lequel, jusqu'à aujourd'hui, le monde baigne. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, pourquoi le FMI, Fatma tout à l'heure va parler du FMI, etc., pourquoi le FMI n'encourage pas les interventions de l'État, qu'elles soient des interventions de correction parce qu'il y a cet univers qui règne chez les économistes dans tous les pays du monde. Donc ça, c'est un premier aspect qui a fait que la politique budgétaire et par conséquent les lois de finances ne doivent pas être un outil essentiel. Et c'est ce qui explique au fait les critiques ou le mécontentement des gens. On est mécontent de la politique budgétaire finalement. Les discussions sont beaucoup plus importantes sur la politique monétaire, les choix de la Banque centrale, relèvement des taux directeurs, etc. que sur... donc ça c'est... On a 5 points. C'est le premier. Le deuxième point... le deuxième point... le deuxième point qui explique c'est quelque chose de très tuniso-tunisien. On n'arrête pas de dire et on n'arrête pas de critiquer, et particulièrement les experts comptables le disent. Ils disent que cette loi de finances, elle exprime une vision comptable elle exprime une vision comptable de la politique budgétaire. C'est une vision comptable. Il n'y a pas ما فيهاش نقولوا احنا الروح نتاع الاقتصاد الزخم نتاع الاقتصاد تشوف une orientation économique. La vision ما فيهاش. Et ça aujourd'hui c'est une particularité tunisienne. علاش c'est une particularité tunisienne et elle concerne les institutions de l'État. Il y a eu une réforme dans les début des années 80 avec la neutralité des politiques économiques. Les institutions de l'État, les institutions économiques de l'État, on les a divisées en deux. On a donné la finance, les entrées d'argent, toute la comptabilité publique. On l'a donnée au ministère des Finances. L'aspect économique, on l'a laissé dans le ministère du Développement, coopération internationale, tout ce qu'on veut. Et donc il y a eu une séparation faite des deux legs et des deux pieds de la vision économique de l'État. Bien évidemment, il y a plusieurs tentatives. Le mizan الاقتصادي, il est censé être le contenu de la loi de finances. Et au fait, dans les faits, ça n'a aucun rapport. La seule chose que le ministère des Finances prend, c'est la projection de la croissance pour l'année en cours. C'est tout. Dans beaucoup de pays, au fait, on l'a dépassé. Dans beaucoup de pays, on s'est rendu compte de l'incohérence de cette difficulté à diviser deux ministères, deux institutions de l'État qui s'occupent des questions économiques. Et dans pratiquement tous les pays du monde, France, un peu partout, on est revenu au ministère de l'économie. Ministère de l'économie, il y a la partie comptable, il y a la partie économique, stratégique, etc. C'est le même ministère. Tunis, à quelques exceptions près, probablement lors de mon passage,
Et Anas qui a expliqué le fait que j'ai hérité des deux, pour une raison très simple, c'est que il n'y avait pas une cohérence économique derrière, donc il faut limiter le nombre de ministres en mettant les deux ensemble. En mettant les deux ensemble, ça réduit le nombre de ministres, mais je pense que c'était l'orientation. Je suis sorti du gouvernement. Et bien évidemment, comme vous le savez, à part si notre ministre des Affaires sociales, c'est Hassilou, je n'étais pas concerné. Et lorsque Sila Habib m'a demandé, c'est Habib Sid qui est venu après Simédi Joma, qui m'a demandé mon avis sur l'organisation des ministères, je lui ai dit il faut impérativement maintenir cette unité entre un ministère de l'économie, un ministère de l'économie et le ministère des finances. Autrement, vous allez avoir des lois de finances qui n'ont rien à voir avec la situation économique du pays et dont le seul objectif, c'est d'assurer l'équilibre, et elle ne l'assure pas d'ailleurs, d'assurer l'équilibre entre recettes et dépenses. Donc ça, c'est un deuxième point. Beaucoup de pays du monde, Ba'ad Si'ali al-Ko'ali, avaient cumulé les deux ministères, mais c'est vraiment par bribes et plutôt par obligation que par conviction. Donc, je pense, lorsqu'on dit que la loi de finances n'a aucune vision économique et c'est plutôt comptable, c'est par la force des choses. Ça ne peut pas être autrement. Moi qui connais les deux départements, dans le ministère des Finances aujourd'hui, l'unité économique, elle est limitée à 3 personnes sur 11 000 fonctionnaires. Alors que le gros du travail économique, de projection, de planification, de vision, se fait à côté. Et je ne vous passe sur les petites concurrences entre départements ministériels, etc. Donc ça, c'est un vrai problème. Et c'est un problème qui réduit au fait, qui est derrière ce mécontentement, parce qu'il réduit la loi de finances à son expression, et l'ordre des experts comptables a raison, y compris l'ordre des experts comptables est mécontent. C'est eux qui auraient dû être les plus contents, parce qu'on a une loi de finances comptable. Non, ils disent que non. Parce qu'ils savent que dans les entreprises, y compris dans les entreprises, l'équilibre comptable est important, mais plus important que l'équilibre comptable, c'est la vision, c'est la prospective, c'est la... Je suis un peu lent, c'est un petit... Le troisième point qui explique cette faiblesse de ce manque d'efficacité de la politique monétaire, de la politique budgétaire. Je vais revenir à la politique monétaire. On enseigne à nos étudiants, etc., lorsqu'on parle de politique économique, nous disons un des critères d'efficacité des politiques économiques, c'est la cohérence entre les différentes politiques économiques en place. C'est ce que les économistes appellent le policy mix. Policy mix qui donne de l'efficacité aux différentes politiques économiques. Le vrai problème, Fitounes, c'est que ce policy mix, on a suivi depuis 2 ans où je me suis exprimé en dépit de toute l'amitié que j'ai pour l'un et l'autre, et je me suis exprimé de manière forte. Du temps, je m'exprimais encore sur... je ne me suis pas interdit de parler aux télé et aux radios sur beaucoup d'autres amis les conflits entre la Banque centrale et le ministère des Finances sont devenus alors que moi qui ai suivi un petit peu la banque centrale la plus indépendante au monde, c'est la Fed. Et je sais, tous les lundis matins, le président de la Fed déjeune avec le Secretary of Treasury, c'est-à-dire le ministre des Finances, et ils définissent la cohérence de leur politique économique. Ça ne peut pas... la Fed est indépendante, mais elle est aussi partie prenante, je dirais, de l'ordre économique. Donc, le vrai problème, et si vous reprenez, Tawa, si vous reprenez l'évolution des politiques économiques, aujourd'hui, on a un constat. On est encore sur une politique budgétaire relativement expansionniste. أنت نبيل حكيت برشا, voilà. À 70 milliards, أنت حكيت عليه نبيل.
Oui, absolument. Et de l'autre côté, on a une politique, la politique monétaire, avec l'objectif de lutte contre l'inflation, elle est progressivement devenue un peu plus un peu plus restrictive. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème dans le sens où cette augmentation des taux affaiblit la politique budgétaire pour plusieurs raisons, dans la mesure où elle augmente le service de la dette interne, elle augmente un certain nombre de choses, elle réduit l'activité économique, donc réduit les recettes fiscales de l'État. Donc il y a ici un vrai problème, l'absence de ce policy mix qui m'a coûté au-delà des conflits entre personnes, etc. Il y a un vrai problème, l'absence de ce policy mix, l'absence de cette cohérence, finalement pèse plus sur la politique budgétaire que sur la politique monétaire, et pèse énormément, et donc du coup réduit son efficacité. L'État ne peut pas emprunter plus parce qu'il doit payer plus d'intérêts, parce qu'il y a un problème de dette, etc. Donc ça, c'est le troisième aspect. La quatrième question qui me paraît importante et qui fait que véritablement la politique budgétaire de laquelle on attend beaucoup, au fait, ne joue pas son rôle, n'est pas arrivé à créer une dynamique de relance en dépit de tout le... Depuis 2020, le Covid, on a des politiques de relance. Et plus on parle de relance, plus la croissance baisse. Donc il y a un vrai... L'efficacité d'une politique budgétaire se mesure, entre autres, au niveau de croissance économique. Troisième aspect, le quatrième aspect, pardon, je pense, qui est très important, en fait, c'est le niveau des déséquilibres. Un énorme niveau de déséquilibre, un déficit budgétaire de plus en plus important, des difficultés de trésorerie de plus en plus importantes, une dette de plus en plus importante. Qu'est-ce qu'ils ont comme conséquence? La conséquence, une critique, c'est une politique, c'est une loi de finances conformiste. On applique les mêmes, on augmente les impôts, on augmente la pression fiscale, c'est des réponses traditionnelles, classiques. Lorsque les niveaux des déséquilibres, pour moi, c'est comme une castration. Lorsque tu as un niveau de déséquilibre qui est très important. Tu as un niveau, au niveau de déséquilibre, déficit budgétaire, difficulté de trésorerie, etc. Ça agit comme dans notre pays, ça agit comme une castration. Comme une castration dans la mesure où pratiquement elle fait que les responsables se réfugient dans des solutions traditionnelles, classiques, et tout ce qui constitue, la richesse de la politique budgétaire, qui est l'audace, qui est le courage de prendre des décisions importantes, etc., disparaît. On devient véritablement, c'est comme un chef d'entreprise, lorsqu'il a des problèmes de trésorerie, il ne va pas réfléchir au lendemain, aux investissements, à l'agrandissement. Ce qui est très important pour lui, c'est de s'assurer que ses coûts, ses besoins de fonctionnement sont couverts, etc. Donc ça, c'est un élément qui pèse beaucoup là, sur le truc. Et sans oublier, je suis en train de comparer, je suis en train de faire un travail pour comparer, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation de crise? Il y a deux types de réponses. Il y a une réponse à l'égyptienne. La réponse à l'égyptienne, un programme orthodoxe, FMI, appui du FMI, etc. Il y a ensuite un autre type de réponse. Un autre type de réponse, c'est une réponse alternative, non conventionnelle. Il y a l'expérience turque. Là, il faut la regarder. Elle est très importante, il faut le regarder. Ce qui est effrayant,
Mais je ne suis pas en train de dire que la réponse turque est meilleure que la réponse... en dehors de ça, je ne suis pas en train de faire... Je regarde en termes de politique économique. Ce qui est effrayant, c'est les critiques négatives de ce qui se fait en Turquie. C'est de baisser les taux d'intérêt. Baisser les taux d'intérêt pour augmenter l'investissement. En se disant, une obsession en disant, on ne peut pas réduire les déséquilibres. On ne peut pas réduire les déséquilibres si on n'a pas de croissance. Contrairement à ce que dit la version classique et traditionnelle, la stabilisation permet de réduire les déséquilibres. Ce que j'ai appris, c'est que la stabilisation ne réduit pas. Les déséquilibres ne se réduisent pas macroéconomiques en l'absence de la croissance. Mais regardez du point de vue de la presse. Comment le fait que... bon, il est allé trop loin. L'indépendance de la Banque centrale, c'est lui qui nomme le gouverneur de la Banque centrale, etc. Mais au-delà de ces faits, regardez comment la presse attaque. Qui n'a pas plus de résultats que... Ma conclusion, c'est que l'un et l'autre, finalement, n'ont pas produit de bons résultats. Ni cette réponse, ni l'autre. Donc la question est ouverte. La question est ouverte. Mais regardez le nombre d'articles. J'ai fait un recensement. Le nombre d'articles qui enfoncent ce qui se fait en Turquie. Et sur l'Égypte, c'est difficile de dire que c'est une réussite. Mais en tout cas, au moins, c'est moins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un contexte de situation économique compliquée, etc., imaginons aujourd'hui la baisse des taux d'intérêt directeurs. L'augmentation des taux d'intérêt directeurs. Lorsque tu vois l'augmentation de 0,25 ou les 0,5, tu te dis, le premier responsable de l'augmentation n'est pas persuadé que cette réponse va avoir des effets. Mais il faut la faire, parce que tout le monde l'a fait. Il faut s'inscrire dans une tendance, il faut surtout éviter d'être perçu comme étant en dehors de la marche du monde. Donc voilà, le montant des équilibres, les difficultés économiques font que les responsables, au fait, choisissent des solutions, ne prennent pas le risque de sortir des zones de confort, voilà, et prennent... Cinquième élément, et je finis, je suis désolé, j'étais un peu plus lent que ce que je ne pensais. Le cinquième point, c'est les conditionnalités. Les conditionnalités, n'attendez-vous, il ne faut pas s'attendre de ma part à vous faire un discours contre les conditionnalités. Et très sincèrement, je le dis, tout pays au monde, du temps de la globalisation, fait l'objet ou fait face à des conditionnalités, y compris les pays européens. Les économistes le savent. Les budgets ou les lois de finances européennes, avant d'être publiées françaises, elles sont discutées avec la Commission européenne. Et la Commission européenne a des exigences. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, si vous voulez, je ne suis pas en train de dire non plus que les conditionnalités auxquelles sont soumises les économies européennes sont les mêmes que les conditionnalités. Bien évidemment, la taille du pays, l'importance de la crise, la gravité des situations, des grands équilibres financiers, fait qu'on est plus ou moins soumis à des conditionnalités. Donc pourquoi aujourd'hui ces conditionnalités que nous vivons avec le FMI et que nos autorités, contrairement à ce qui se dit, moi j'ai essayé de négocier. Je sais que l'actuel gouverneur de la Banque centrale ou la ministre des Finances, différents ministres des Finances, essaient de négocier. Mais il reste quand même l'impression que les mesures budgétaires, par exemple les subventions, tu as beau dire que les subventions c'est un problème interne, il faut qu'on le corrige. Tout le monde est persuadé que c'est les conditionnalités du FMI qui ont fait que on corrige les subventions. Les entreprises publiques, pareil. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer à financer le déficit des entreprises publiques et il faut qu'un jour, tout de même, mais tout le monde est persuadé que c'est la conditionnalité du FMI. Donc, ces conditionnalités, ces contraintes, les karahat font que aussi les gens perdent un peu confiance et ils ne sont pas d'accord sur les... Une loi de finances, c'est toujours un équilibre
à trouver entre les contraintes externes, les conditionnalités, moi j'ai pas peur de dire, c'est des conditionnalités, les équilibres internes, etc. Et de manière à ce que on arrive à avoir une loi de finances et une politique budgétaire importante. Donc, la situation d'aujourd'hui, je pense, par rapport à l'économie tunisienne, nous connaissons une perte importante, je conclus ici, une perte importante de l'efficacité, de l'efficience, de la capacité de la politique budgétaire à changer la situation économique. Et nous avons besoin, je pense, au-delà des réformes, au-delà des discussions sur les chiffres, de retrouver la vigueur de la politique budgétaire, de la retrouver justement en lui faisant confiance sur sa capacité à changer les choses, en assurant une plus grande cohérence avec l'action de la Banque centrale et l'action de la politique monétaire, et surtout en lui donnant une vision, notamment en essayant de mettre ensemble les différentes institutions en charge de l'économie de notre pays. Je suis persuadé que la politique budgétaire pourrait jouer un rôle. Il faut qu'on lui donne les moyens pour qu'elle puisse le faire et pour qu'elle puisse nous aider à sortir de cette situation. En tout cas, j'ai été un peu plus lent que ce que je ne le pensais. Merci de votre attention. Shukran, barakallahu fikum.